Bonsoir. Le jeudi 26 septembre, le Grand Genève a appuyé sur le bouton off. Les éclairages publics de 152 communes n'ont pas été enclenchés, et ce pour la nuit est belle. Alors quel bilan pour cet événement? Pourquoi la lumière nocturne est-elle problématique? On en discute avec Sylvie Varès du Grand Genève, Pascal Meuchler du Muséum d'Histoire Naturelle et Eric Ashkar de la Société astronomique genevoise. Et puis en fin d'émission, notre traditionnel sujet découverte du territoire. Cette fois-ci, nous sommes partis sur les traces du cerf aux confins du Grand Genève. Tout ça, c'est juste après votre actualité transfrontalière du mois. Moins de 100 jours avant l'ouverture du Léman Express. Pour être prêt, un exercice de sécurité grandeur nature a été testé mi-septembre. 1200 figurants avaient été recrutés. Le scénario, un train percutait un engin de chantier dans un des tunnels du tracé du Céva. Autre actualité concernant le Léman Express, le centre de maintenance a été inauguré à Ville-Lagrand. 35 personnes y travailleront à l'entretien des 17 rames. L'écopont de Viry est désormais terminé. Cette structure permet à la grande faune de traverser entre Salève et Rhône sans risque. Le pont a été bâti au-dessus de l'autoroute A40. Il a coûté 4,8 millions de francs, financé à moitié par Genève, à moitié par la France. Et puis toujours dans le domaine de la nature, un accord a été signé entre les autorités des deux côtés de la frontière. Objectif, préserver plus largement la faune et la flore en mettant en commun des moyens, mais aussi promouvoir les chemins de randonnée et les sites naturels pour le tourisme. C'était le jeudi 26 septembre. 152 communes du Grand Genève réduisaient ou éteignaient leurs éclairages publics pour la nuit est belle, du fait de nos trois invités, Sylvie Varès, Eric Ashkar, Pascal Meuchler. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Meuchler, comment est-ce que vous avez vécu cet événement-là? Mais écoutez, avec une grande douceur. En fait, je ne m'attendais pas totalement à ce résultat, mais il y avait même les bruits de la ville qui ont commencé à baisser. Donc c'était presque une ambiance ouatée et j'ai vu les gens se parler. Donc j'ai vu, certes, des étoiles, certes un gain pour la biodiversité, mais un magnifique moment humain. On se aurait cru dans une installation artistique, une des plus grandes jamais faites, avec du lien humain très fort. Eric Ashkar, quel bilan pour vous rapidement? Le bilan est positif sur les sites astronomiques. Les retours sont unanimes. Les gens ont adoré revoir le ciel. Il y a eu des nuages, mais entre les nuages, on a vu les étoiles. La population a pu voir qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles. Et puis la découverte des anneaux de Saturne a fait rêver. Sylvie Varès, vous avez réussi, entre guillemets, à réunir ces 152 communes. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un esprit Grand Genève, finalement, qu'on cherche souvent? Oui, ce soir-là, oui. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup d'émotions en voyant cette lumière qui était moins importante que d'habitude. Et puis, une fierté de voir que mon territoire sur lequel je travaille arrivait à se fédérer autour de cette idée un petit peu folle de ne pas allumer les lumières. Bon, la nuit est belle a encouragé certaines communes et citoyens à organiser des événements sur leur territoire. Nous avons sillonné le Grand Genève pour aller à leur rencontre. Il est 20h sur le parvis du Muséum d'Histoire Naturelle. Les télescopes sont sortis. Dobson, c'est un télescope à miroir. Et là, vraiment, on a vraiment les étoiles qui brillent comme des pierres précieuses. Si on a une pollution lumineuse, on voit le fond du ciel gris. Si on va dans un coin où c'est bien noir, eh bien là, on voit vraiment les étoiles dans un fond très noir. Et là, ouais, c'est magnifique. Le ciel s'assombrit au fil des minutes. Tous se préparent à observer les étoiles. C'est toujours attirant tout ce qui est dans l'espace, c'est tellement de questions, c'est des mystères. Un peu plus loin, une lettre de la nuit adressée aux humains à laquelle chacun peut répondre. Je lui dis que dorénavant je vais la préserver plus parce qu'elle nous a expliqué que quand il fait nuit, il ne faut pas avoir peur, que la faune et la flore se favorisent beaucoup. Et je lui envoie un bisou. Dans un autre petit coin, on sensibilise à la nature. Des images pour montrer que finalement les animaux sont aussi des lanceurs d'alerte, tu vois. À Nyon, c'est aussi la nuit. Certains habitants partent pour une balade. Si vous vous perdez, à un moment donné, rentrez chez vous. Ici, en plus d'être dans le noir, on avance en silence avant de terminer en musique, le ventre plein.
Direction ensuite Annemasse. Sur notre chemin, on y croise un groupe installé en bordure de voie verte. C'est le Conseil citoyen d'Ambilly. L'idée, c'était de parler un petit peu des étoiles et puis d'avoir un petit apéro pour accueillir les gens qui avaient envie de regarder ensemble ce qu'on peut voir dans le ciel. Arrivé à Annemasse, la place de la Libération est méconnaissable tant elle est obscure. Au loin, des joueurs d'échecs. Échec, monsieur. Échec. Mais ici aussi, bien sûr, autre lieu d'observation pour y voir les planètes ou du moins essayer. Comme c'est vachement couvert, on peut pas... Dommage. Ouais. Une petite tache blanche finit par se détacher dans le ciel. On avait annoncé à 9h23, c'est ça. C'est la station orbitale, la station spatiale. Ah, d'accord, carrément. Carrément, comme vous Ah dites. bah c'est bien. Finalement, la nuit est belle aura permis de tous regarder dans la même direction. Une pause terrienne pour se plonger dans la galaxie. Eric Ashkar, on s'attendait dans l'imaginaire à une nuit noire. Finalement, on va voir sur ces images, on a eu une nuit relative, disons, on voit là ces images depuis le Salève. Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une nuit noire ? Parce que tout simplement, il y a encore beaucoup de lumière restante et pour moi, ça a été une très grosse surprise de le découvrir parce que je m'attendais à ce qu'on ait un territoire beaucoup plus obscur et en fait, l'éclairage qui restait, qui n'était plus de l'éclairage public, avait quand même suffisamment de puissance pour éclairer les nuages. Pascal Meuchler, on voit quand même que les commerçants, ils n'ont pas tous joué le jeu. Il y avait beaucoup de boutiques qui étaient éclairées. On a vu au centre de Genève, au centre d'Annemasse, aussi au centre de Nyon. Vous êtes un peu déçu que ceci n'ait pas joué le jeu ? Pas du tout, parce que c'est une invitation. Et j'aurais presque envie de dire, faisons mieux la prochaine fois, si nous continuons. C'est Grand Genève qui va décider. Mais sur la rade de Genève, vous avez vu, toutes les enseignes se sont éteintes. Parmi les marques les plus prestigieuses. Il y a eu vraiment un effort considérable et on ne peut que dire merci aux Genevois et aux Genevoises. Alors bien sûr, il reste des vitrines, etc. On peut faire mieux. Je pense que c'est un début. Il faut être pédagogique, extrêmement ouvert. Sylvie Barras, vous aviez fait de la sensibilisation pour inciter les gens à éteindre ? Alors, la première sensibilisation, elle était pour les communes du Grand Genève, donc les Suisses et les Françaises. Donc, pendant 6 mois, j'ai été voir les maires des communes pour leur proposer cette action-là. Et c'est vrai qu'on a mis plutôt notre énergie sur l'éclairage public et on n'a pas été voir les privés, parce que pour une première édition, c'était pas possible. Donc, tous ceux qui se sont engagés l'ont fait de manière volontaire. Il y a eu quand même quelques déçus, et puis certains qui ont été inquiets pour la sécurité, notamment les piétons, les cyclistes. Moi, j'ai arpenté ces chemins à vélo, j'ai vu sur la voie verte très très sombre. Finalement, un dispositif comme ça chaque jour, ce serait pas tenable. Non, parce que la lumière, on en a besoin au moment où on sort des bureaux, où on vit le soir. Par contre, on voit qu'en cœur de nuit, elle n'est pas indispensable. Et au contraire, les remarques qu'on a eues, c'était plutôt le bruit diminue, les voitures roulent moins vite et il y avait une certaine sérénité qui s'était installée dans la ville. Pascal Meuchler, certaines communes, elles, n'ont pas voulu participer, pour des questions de sécurité notamment. On nous a dit aussi, on n'a pas envie d'éteindre les lumières, juste pour une nuit, pour se donner bonne conscience, faire comme tout le monde. Vous entendez ce message ? Oui, bon, c'est aussi des questions techniques, mais bien sûr. Donc, encore une fois, c'est une invitation. Et même ceux qui n'auraient, entre guillemets, pas participé, mais c'est quand même Cancard, finalement, qui n'a pas rejoint le mouvement. Et jusqu'au dernier jour, on va dire, il y a eu des adhésions. Et c'est vrai que tout à coup, on se rend compte que cette information... que Grand Genève a éteint, ça devient une information européenne, sinon mondiale, parce que c'est la première fois qu'un territoire d'une telle ampleur fait une extinction volontaire. Vous avez la BBC et des chaînes de radio qui vous passent l'information sur les chaînes aux États-Unis. Donc tout à coup, on se dit, mais on peut dessiner un territoire. Donc il y a une certaine fierté qui peut émaner d'avoir fait cela. Et pourquoi pas de transformer ça en une fête.
on a bien les feux d'artifice, on a bien le festival anti-gel ou d'autres festivals, d'en faire un rendez-vous festif. L'environnement, la crise de l'environnement, l'effondrement de la biodiversité, les questions climatiques, bien sûr que on ouvre nos journaux, ça nous accable, mais tout à coup se dire, mais finalement, pour agir, pour avoir la force, faisons aussi quelque chose de positif. Et c'est dans cet esprit-là que cette manifestation a eu lieu. Et aussi un signal incroyablement fort. J'ai entendu à Zurich, ils ont par exemple entendu ce que fait Grand Genève en se disant, tiens, nous on n'a toujours encore rien fait en Suisse alémanique. Et puis il y a même une demande très concrète de la part du Valais. Vous voyez, donc il y a une inspiration. Et si vous commencez à faire des comptes d'épicier, qui a allumé, qui n'a pas allumé, je pense qu'on rate ce qu'on veut faire, c'est tous ensemble à son rythme. Éric Ashkar, l'objectif, c'était aussi de voir le ciel, de voir les étoiles. Dans le monde, 1/3 de la population mondiale ne peut pas voir la Voie lactée du fait des lumières. Ça paraît un petit peu étrange dans le sens où on se dit, au-dessus des villes, il y a les étoiles, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les voir? Tout simplement parce que la Terre a une atmosphère et le gaz de l'atmosphère diffuse la lumière. Donc, quand vous éclairez du sol, vous allez en fait... Les atomes d'air vont en fait diffuser dans tous les sens cette lumière qui va créer en fait un halo et le ciel ne sera plus noir mais un petit peu grisonnant, ne sera plus très noir. Donc si vous diminuez la noirceur, vous diminuez le contraste et vous voyez de ce fait moins d'étoiles et donc le ciel s'efface quelque part. Alors, or, le but de l'opération était, comme écrivait Guillaume Apollinaire, de rallumer les étoiles et on s'est bien rendu compte sur les endroits, sur les différents sites, quand il y a eu les trous dans les nuages, qu'il y avait une énorme quantité d'étoiles et j'ai même eu un élu qui m'a dit, quand je suis rentré chez moi en direction du VUH, il m'a dit « j'ai vu la Voie lactée, je suis resté sidéré de voir autant d'étoiles ». On dit qu'à Genève ou dans les grandes métropoles de Suisse et d'Europe, il y a un éclaircissement du ciel de 1020 à 2050%. Ça paraît complètement dingue. La tendance, effectivement, augmente. Alors, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est le passage au LED. Parce que le LED, elle est blanche. Or, l'ancien éclairage que nous avions au sodium était jaune-orangé. Or, en passant dans la LED blanche, si vous décomposez la lumière de la LED blanche, vous avez du bleu. Or, si le ciel est bleu, c'est en raison des propriétés physiques de l'atmosphère qui diffuse et qui disperse dans tous les sens la lumière bleue. Donc, en éclairant avec de la lumière blanche, pour la même quantité de grains de lumière en blanc ou la même quantité de grains de lumière en orange, vous allez avoir une diffusion accrue et donc une pollution lumineuse accrue. Donc, en changeant de couleur, on amplifie finalement, on efface le ciel étoilé. Bien sûr, l'éclairage public, il a une conséquence sur la faune, c'est ce pourquoi vous militez notamment. On se dit toujours que l'homme s'adapte à son environnement. L'animal, lui, il a plus de mal à s'adapter? Alors, c'est vrai que l'essentiel de la biodiversité, nous, on est humains, on la voit de jour. Et l'animal de nuit, par exemple, 10 espèces de papillons dans nos régions. Combien de papillons de nuit? Eh bien, il y a 9 espèces sur 10 qui sont des papillons de nuit. La plupart des mammifères sont nocturnes. Donc, il y a toute une biodiversité nocturne. Et au sens de l'évolution, lorsque nous commençons à allumer il y a 150 ans, vu que ces animaux se sont adaptés, la vie s'est adaptée pendant des centaines de milliers, des millions d'années, nous faisons que de presser sur l'interrupteur de façon très brutale. 150 ans, c'est rien du tout. Et là, la faune, avec tout à coup cette illumination sur notre petite planète là qui fonce à 107 km/h autour du Soleil, qui tourne jour-nuit depuis des centaines de millions d'années, vous avez tout à coup des règles du jeu qui se changent brutalement sous nos yeux. Et c'est extrêmement violent, c'est une explosion de lumière. Éric Ashkar, on a bien sûr la lumière qui est nécessaire. D'un autre côté, on essaye de protéger la faune, de protéger aussi l'homme qui pâtit aussi de cette pollution lumineuse. Comment on fait, du coup? Est-ce qu'il faut faire appel à plus de technologie? Est-ce qu'on a des moyens de baisser cette lumière dans les villes? Alors, il faut une approche multidisciplinaire. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Pascal, qui est biologiste, moi, je suis ingénieur de formation, et on s'est rendu compte en discutant ensemble qu'en ayant des entrées, des données venant de la biologie, on peut, en tant qu'ingénieur, modifier un cahier des charges et se dire « Ah, si on a un impact parce que dans la lumière blanche, il y a du bleu et le bleu est très impactant pour la biodiversité », l'ingénieur va modifier son cahier des charges. Alors, bien entendu, il n'est pas question de stopper la lumière blanche pour un chirurgien qui a besoin de voir toutes les couleurs quand il opère, mais par contre, pour l'éclairage public, un lampadaire qui se trouve au milieu d'un champ, à ce moment-là, on peut se dire on va plutôt mettre une couleur chaude, jaune-orangé, parce qu'on a peut-être besoin dans cet endroit-là d'éclairer, mais on va minimiser l'impact sur la biodiversité. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est un éclairage, un lampadaire, c'est 25 à 100 fois la puissance de la pleine lune. Or, avec la pleine lune, la nuit, on voit.
Donc, on peut se poser la question, si à 3 heures du matin, on a besoin d'éclairer à 100%, enfin 100 fois la pleine lune, est-ce qu'on n'a pas tout fait en fonction des endroits, parce qu'on peut avoir une stratégie en couche d'oignon par rapport à un territoire, c'est de se dire un hypercentre, on garde l'éclairage, et plus on s'écarte, plus on diminue l'intensité avec une temporalité. C'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, on peut diviser par 10. On a toujours l'éclairage, on peut toujours exploiter le territoire, mais on a un moindre impact sur la biodiversité, on retrouve les étoiles, parce qu'on fait quelque part diminuer la quantité d'énergie au global, enfin la quantité de lumière au global, tout en conservant une utilisation du territoire. Sylvie Varès, est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà de la bonne conscience, il y a eu une prise de conscience de la part des communes et des citoyens? Oui, oui, parce que je ne pensais pas, quand j'ai démarré il y a 6 mois cette quête auprès des communes, que autant de communes s'engageraient et arriver à fédérer 152 communes. Effectivement, il peut y avoir un peu d'opportunisme, mais la prise de conscience, elle est réelle et je pense que l'entrée citoyenne est importante parce que redonner le ciel et la nuit aux citoyens fait qu'eux peuvent ensuite aller discuter avec leurs élus et leur dire finalement c'est pas si important d'avoir la lumière en pleine nuit, pourquoi on n'éteindrait pas? Et c'est comme ça que certaines communes se sont engagées suite à des extinctions comme la commune de Valérie. Le maire a vu que les citoyens finalement ils étaient plutôt partants et la commune a décidé d'éteindre. Est-ce qu'on aura une Nuit est belle, version 2, tome 2, la suite? Alors, on va faire un bilan déjà, un bilan des communes, un bilan sécuritaire pour voir si cette nuit-là, il n'y a pas eu plus d'accidents, plus d'infractions. Et puis, on va faire un bilan sur les animations. Et c'est les élus du Grand Genève qui vont prendre la décision de repartir ou pas sur une deuxième Nuit est belle. Merci beaucoup à vous trois d'être venus parler de cette Nuit est belle. On se retrouve peut-être pour la prochaine. Allez savoir. On passe tout de suite à notre chantier du mois. À la frontière de Meyrin et Saint-Genis-Pouillet, un bus à haut niveau de service va bientôt être implanté. Gilles Miellot. Le Pays de Gex aura son bus à haut niveau de service pour relier le carrefour de la Porte de France jusqu'au Cerne et la frontière suisse. Un axe engorgé matin et soir qui voit défiler 24 000 véhicules chaque jour, avec des bouchons qui dépassent le kilomètre. Ce bus à haut niveau de service qu'on met en place, il répond au fond au refus qu'on a eu de Berne de financer l'extension du tram. Donc derrière, on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et on a été capable de travailler tous ensemble, vite, avec une démarche très concrète, permettant de mettre en place un bus qui sera en site propre, ça veut dire qu'il ne sera pas dans les embouteillages. Du coup, nos habitants vont être incités à partir sur ce bus. Un projet global de désengorgement avec un carrefour adapté qui coûtera au total 40 millions d'euros, financé en partie par le canton de Genève. La partie qui est située sur territoire suisse, c'est quelques centaines de mètres, va être financée par le canton. Et puis ensuite, cette ligne transfrontalière à haute capacité va pénétrer le plus loin possible à l'intérieur de l'agglomération et permettre véritablement le transfert modal aux gens qui traversent la frontière pour venir travailler à Genève, de renoncer à la voiture. Si tout va bien, les travaux débuteront dans 1 an, avec une livraison prévue en 2023. Partir sur les traces du loup, du cerf ou du lynx, c'est ce que propose l'accompagnateur en montagne Didier Cotreau sur le plateau des Glières. Nous sommes partis avec lui sur les sentiers de cette région, aux confins du Grand Genève. Reportage réalisé avec Colin Hutz. Le plateau des Glières, haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un endroit où la nature est reine. Ça va être vraiment du sauvage. Rencontre avec un amoureux des lieux passionné de faune, Didier Cotreau. Ici, c'est pour moi un des derniers coins encore bien sauvages de la Haute-Savoie. Et on a vraiment une variété de faune qui est super impressionnante. On a les grands prédateurs, loups, lynx. On a après tout ce qui va être du grand cervidé, donc du cerf, biche, chevreuil, chamois, bouquetin, les chouettes, donc les oiseaux nocturnes. Donc vraiment, c'est très très varié et c'est vraiment une richesse pour nous. C'est vraiment un super coin. Et c'est parti. Toute l'année, Didier propose de partir en randonnée sur les traces de ces animaux. On voit vraiment les excréments. Donc là, on a des morceaux d'os assez gros, beaucoup de poils. Donc c'est une crotte qui a 2 mois à peu près. Donc c'est une zone de marquage du loup. La crotte, elle est blanche parce qu'en fait, il a une
super grosse pression de mâchoire, il a 120 kg au centimètre carré, donc lui il va casser, il va péter un fémur dans son excrément, ça va changer la couleur de sa crotte, et une fois qu'elle sèche, elle devient blanche. C'est le calcium en fait qui réapparaît. Et là en fait tu pourrais deviner en fait son régime alimentaire. Donc là en gros c'est des poils d'ongulés, donc il a dû bouffer une biche juste avant. Mais en ce moment, la période est surtout propice à l'observation du cerf, car ce dernier tente de charmer ses dames, c'est le brame. Ça c'est typique, c'est du poil de cerf. Là ils viennent frotter en fait les bois, ils viennent frotter vu que c'est le brame, ils viennent frotter les glandes en fait qu'ils ont au niveau du crâne, ils viennent frotter au niveau de la tête ici. Ça va être pour montrer à ses concurrents, aux autres mâles, je suis là, je sens fort, je suis présent, c'est mon territoire. Le brame, ça va être ça, c'est tout le long en fait de cette période qui dure en gros 1 mois. Le mâle dominant, le gros cerf, il va chasser les autres cerfs de sa harde parce qu'il veut être le seul reproducteur de toutes ses femelles. Parfois c'est marrant ce que tu vois, en fait tu as 2 gros cerfs qui se battent et puis du coup ils sont occupés, puis tu as un petit cerf fluet qui passe derrière. Pendant que les autres ils se battent, eh ben, il voit qu'il y en a une qui est open, quoi, qui est ok, et il fait son affaire et voilà, lui il a déjà fait sa paternité, quoi. Donc la souille, comme tu peux le voir, c'est vraiment en gros une mare, hein, plutôt plein de boue, avec encore un petit peu d'eau. Voilà, tu as vraiment des belles empreintes là de cervidés. Donc ça, c'est plutôt sur une typée biche. La biche, en fait, elle aura un sabot qui va être plus pointu. Le cerf, l'avant du sabot va être vraiment carré, quoi. Donc là, ça c'est petit diamètre, ça c'est plutôt infant, c'est Bambi, quoi. Et puis là, c'est peut-être la maman qui est venue en fait pour boire un petit coup. Les animaux, en fait, ce qui vraiment leur fait fuir, en fait, c'est la silhouette verticale de l'homme et puis nos odeurs. Donc là, c'est vraiment pour les parasites. Ils viennent se rouler dans la bouillaque là-dedans, quoi. Ah, ça a quelques heures, même pas, tu vois, c'est encore brillant. Donc t'as un bout en pointe et en général derrière t'as un peu creux. Et ça c'est typique de biche, quoi. Donc là on est vraiment, il y a des grottes de partout, donc il y en a partout autour de nous. Nous nous enfonçons sur le plateau à la recherche du cerf. Mais notre présence bruyante et notre odeur ne nous facilitent pas la tâche, alors on se prépare à l'affût. Ça, c'est la tenue la plus saillante que tu aies jamais mise. Et bienvenue dans le mode des buissons. Nous on est fixe, donc on ne dérange plus, les animaux vont nous oublier. Ils vont peut-être venir d'ici un petit peu de temps. Alors des fois ça peut être un quart d'heure, puis des fois ça sera peut-être 1 heure. Ils mettent un peu de temps des fois à venir, et par contre c'est eux qui viennent à nous. Donc du coup, quand on repartira quand eux ils seront partis. Oui. En fait, le but c'est de passer inaperçu. Ça t'arrive souvent de faire des affûts comme ça? Ouais, alors je le fais avec mes clients, et puis je le fais aussi pour moi, parce que j'adore ça, quoi. Et la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode buisson, un petit peu comme ça, là, en mode furtif. J'étais planqué, et puis il y a une biche qui descend, je dis oh, super, j'étais content. Et puis à bout d'un moment, c'est un gros cerf qui arrive, qui se met à bramer. Il récupère les cerfs, il fait son petit cinéma. Et puis au bout d'un moment, le problème, c'est qu'il me regarde. Puis il dit oula, c'est quoi ce buisson? Enfin, il y a un truc qui l'intriguait. Il se disait, il y a quelque chose qu'il ne connaît pas. Et il a bloqué sur moi, mais il s'est approché, il est venu jusqu'à 10-15 mètres de moi, il commence à gratter le sol et tout. Et là, je me suis dit, oh là là. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu du bol, il y a une super biche qui est passée. Là, pouf, ça lui a changé l'objectif et il est parti sur la biche. Vraiment, on entend la passion. Ah, c'est un métier passion, de toute manière. Amener des gens. Comment est-ce que tu es venu à ça? Tu t'es dit, depuis gamin, c'est ça que je veux faire ou... Non, j'ai un parcours qui est particulier. Moi, alors, tout gamin, j'ai toujours été passionné par la faune. J'allais suivre l'aigle royal. Il n'y avait pas encore le loup à l'époque, donc c'était déjà des grands prédateurs pour nous, quoi. Et puis, j'ai fait des études plutôt dans l'industrie. Donc, j'ai été technico-commercial. Et là, au bout d'un moment, j'ai vu que ça ne correspondait pas à mes attentes, quoi. J'ai mis un petit peu de temps à mon goût. J'aurais dû le faire plus tôt. Et là, j'ai changé. Donc j'ai passé des diplômes, donc je suis devenu pisteur-secouriste, accompagnateur en montagne, et maintenant je vis de ma passion, j'emmène les gens en montagne, j'emmène les gens voir la faune, et c'est vraiment amener des connaissances, faire connaître la nature, tout en la respectant. Donc le but c'est de gérer, mais vraiment du durable, et de profiter de tous les moments qu'on peut avoir, mais en respectant la nature.
Ça a un prix, c'est le respect des distances, le respect des animaux, mais en toute saison. Ce jour-là, nous ne resterons pas assez longtemps pour observer le cerf, mais nous garderons en tête cette formidable rencontre avec Didier. Voilà pour cette activité à réaliser quelle que soit la saison. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème transfrontalier. Au revoir.